Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Quand on pense à l'autisme, on a tous une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité de l'autisme? On va dire il y a peut-être 30% de Rain Man dedans. Si on a eu le plaisir de voir le Big Bang Theory à la télévision, on va penser au personnage de Sheldon, peut-être à certains personnages de médecins qui sont censés être autistes. Enfin, on en parle de plus en plus dans les séries. Mais finalement, ce qu'on croit savoir des autistes, est-ce que c'est un reflet un peu vrai de la réalité ou est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement caricatural? Il y a une époque encore pas si ancienne que ça où le mot autiste était utilisé comme une insulte, mais pas uniquement dans les cours de récréation ou entre adultes, mais aussi dans les journaux. Vous pouvez traiter un homme politique, un personnage célèbre d'autiste. Par exemple, Mark Zuckerberg a souvent été traité d'autiste. Mais pourquoi est-ce que c'est une critique? En quoi penser différemment? Penser aussi d'une manière efficace? En quoi des manières de penser originales et des façons de voir le monde originales auraient moins de valeur que la manière classique d'envisager le monde? Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, on va parler autisme pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est. Comme vous, j'ai des préjugés. Comme vous, je sais finalement assez peu de choses sur le sujet et j'ai envie d'en apprendre davantage. Non seulement j'ai envie d'en apprendre davantage sur l'autisme classique, celui des garçons qu'on connaît depuis longtemps, mais surtout, grâce à Adeline Lacroix, d'en apprendre davantage sur l'autisme au féminin. Adeline Lacroix a un doctorat en psychologie et en neurosciences. Elle a écrit un livre qui est absolument magnifique, qui est une référence, qui s'appelle L'autisme au féminin. Elle est elle-même TSA, c'est-à-dire qu'elle est autiste, et elle a, avec ce livre, écrit pour moi un ouvrage de référence. C'est-à-dire qu'il est à la fois exhaustif, synthétique, qu'il présente vraiment d'une manière très juste tous les regards qu'on peut avoir sur l'autisme, et il utilise le regard de la science comme il utilise le vécu des personnes autistes. C'est un livre extrêmement complet. Si vous ne devez en avoir qu'un sur l'autisme chez les femmes, franchement, n'hésitez pas et lisez ce livre. C'est un vrai petit bijou et on sent le nombre d'années qu'il a fallu pour l'écrire. Bonsoir Adeline Lacroix. Bonsoir Benjamin. Et je dis déjà beaucoup de bêtises sur l'autisme, ou pas encore? Non, ça va, pas encore. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, dès que j'en dirai une, j'accueillerai bien volontiers la critique. Je disais tout à l'heure que vous êtes TSA, c'est-à-dire que vous êtes autiste. À quel âge vous en êtes-vous rendu compte et quel périple avez-vous vécu pour enfin arriver à cette évidence? Alors, rendu compte, c'est probablement différent de diagnostiquer. Enfin, j'ai dû diagnostiquer il y a 10 ans, à 30 ans environ. Et, mais après, effectivement, je me suis rendu compte de difficultés depuis très jeune, quoi. C'est lorsque j'étais jeune, surtout que peut-être les difficultés à communiquer avec les autres, à être en relation avec les autres et la manière différente de concevoir, on va dire, le monde et de fonctionner était peut-être la plus marquée. Puis après, avec le temps, je pense, j'ai réussi à m'adapter et à m'intégrer. Et même si quand j'étais jeune, j'avais quand même une assez bonne adaptation. Et c'est seulement à 30 ans, voilà, que j'ai reçu mon diagnostic. Donc, suite à des difficultés que je rencontrais dans ma vie professionnelle. À l'époque, j'étais professeure des écoles et dans ma vie personnelle aussi, voilà. Et ce qui m'a conduit, je pense, à une sorte de burn-out. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre
d'où pouvaient venir ces difficultés. Et avant qu'on essaie de décrire ce qu'est l'autisme, en quoi vous sentiez-vous différente des autres? Est-ce que c'était un sentiment diffus, général, ou une impression de rejet? Est-ce que vous disiez, tiens, mais c'est amusant, je ne pense pas de la même manière qu'eux sur tel sujet ou tel sujet, ou simplement c'était parce que de temps en temps vous aviez du mal à décrypter certaines choses? Euh, En quoi vous sentiez-vous différente avant d'avoir cette grille de lecture qui vous a permis certainement d'avoir une sorte de révélation sur vous-même? Je pense que dans ma jeunesse, ce pourquoi je me sentais différente, c'était déjà par rapport aux relations aux autres. Alors même si j'avais quand même eu des copines et j'avais même réussi à avoir des meilleures amies, etc., ou avec mes voisines, je m'entendais bien aussi, mais j'avais quand même des difficultés un peu à nouer des relations et je voyais que les autres nouaient des relations entre eux. Et d'ailleurs, je me disais, c'est curieux parce qu'à l'école, on a plutôt des facilités scolaires. Je me disais, à l'école, on apprend des choses faciles alors qu'il y a d'autres choses qui sont compliquées comme avoir des relations se faire des amis et qu'on n'apprend pas. Donc voilà. Et puis après, il y a eu tout ce qui était d'incompréhension. Je sais que surtout à partir du collège ou quoi, je pense que les jeunes développent un petit peu un peu plus leur sens de l'humour, l'implicite, etc. Et moi, je peinais beaucoup à comprendre tout ça, le second degré, etc. Et souvent, je me sentais très bête, en fait, à cause de ça. Et est-ce que c'est quelque chose de général, cette difficulté à comprendre le second degré? Parce que je pense notamment à 2 humoristes, dont Laura Lone, qui récemment ont parlé, du fait qu'elles étaient autistes et dont finalement la première qualité est justement, cette tendance à l'humour, cette tendance au second degré, un regard décalé mais perçant sur la réalité. Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui vous a, pour vous, par exemple, demandé un peu plus de temps? Est-ce que c'était simplement quelque chose qui n'était pas spontané chez vous? Je pense que même pour ces humoristes, ça devait probablement être quelque chose qui n'est pas spontané, en fait, même si, et peut-être que justement, ils ont cultivé cela un peu à la manière dont moi, par exemple, j'avais aussi des difficultés, comme la plupart des personnes autistes, à comprendre les relations avec les autres. Et finalement, j'ai étudié la psychologie et finalement, j'ai cultivé aussi un petit peu ça. Parfois, peut-être, je pense que les personnes autistes vont un petit peu chercher à approfondir là où ils ont aussi des difficultés et peuvent parfois finalement devenir experts même de certains de ces domaines. Il y a dans le DSM, la Bible des psychiatres, la Bible de la psychopathologie, il y a une définition de ce qu'est l'autisme. Il y a aussi un test qui est remarquablement bien fait pour détecter l'autisme. Mais si vous deviez essayer d'être vraiment remarquablement synthétique et d'expliquer en 1, 2, 3 phrases en quoi la personnalité, la manière de penser, la manière de ressentir d'un autiste diffère des gens neurotypiques, on va dire. Qu'est-ce qui est vraiment si particulier? Moi, c'est vrai que je me réfère souvent plutôt à la définition du DSM, même si c'est vrai qu'elle est peut-être un peu large et que des fois, ça peut s'appliquer à d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus dans le détail quand on veut comprendre l'autisme. Mais en tout cas, l'autisme, je dirais que c'est quand même déjà à la base quelque chose qui est présent depuis toujours. Donc, c'est quelque chose dont on peut s'apercevoir en général assez tôt. Et il y a vraiment des difficultés dans la relation à l'autre, des particularités dans cette relation à l'autre, dans la communication, dans la compréhension de cette communication. Et après, il y a tout ce qui est vraiment le fait d'avoir, sur la perception du monde, d'avoir vraiment je trouve que l'item sur les intérêts restreints et stéréotypés est quand même assez juste parce que les personnes autistes ont en général vraiment des intérêts très forts sur certaines choses qui vont occuper vraiment une place très très importante dans leur vie
Et puis voilà, au niveau sensoriel, pareil, on retrouve quand même des spécificités souvent particulières. C'est pas seulement de la sensibilité au bruit, où on fait souvent référence à cela, et c'est vrai que ça existe souvent et chez beaucoup de personnes, mais je dirais que ça existe aussi beaucoup chez les personnes non autistes. Mais après, il y a des sensibilités très spécifiques voilà, au niveau sensoriel, sur d'autres choses. Mais après, ça dépend des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire sur les personnes autistes en général, parce que souvent, ça va se manifester de manière différente pour chaque personne autiste. Et pour vous, quel est le trait qui est le plus spécifique chez vous? Je ne sais pas s'il y a un trait plus spécifique, parce que je pense que je regroupe bien l'ensemble des traits, à la fois les particularités sociales, ou même si maintenant mes difficultés sociales, elles ne se voient pas vraiment d'un point de vue extérieur. J'ai des bonnes relations avec les autres et ça se passe bien, sauf que j'ai une grande fatigabilité et je vois très peu de personnes, à part mes collègues de travail, quelques amis proches, mais que je vois quelques fois dans l'année, et mon compagnon et ma famille. Et sinon, sinon c'est très compliqué pour moi, enfin c'est très fatigant pour moi de voir des gens, même si maintenant je m'en sors plutôt bien. Après, il y a toujours des difficultés de compréhension, et je sais que quand on regarde un film, etc., heureusement qu'il y a mon compagnon qui est là souvent pour m'expliquer des choses, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans la vie réelle, mais au moins là, je lui demande, et j'ai de la chance parce qu'il est patient. Et après, moi, c'est vrai que mes intérêts sont très forts. J'ai eu par exemple cet intérêt pour la recherche sur l'autisme, mais depuis quelque temps j'ai un intérêt sur la couture, et c'est vrai que voilà, les gens ils sont un peu étonnés ce que je peux faire sur mes jours de congé, de 7h du matin à 22h du soir, quasiment sans interruption, de la couture, ou regarder des choses en lien avec la couture. Et voilà, ça prend toujours une ampleur très importante. Et ça dure combien de temps? J'ai l'impression que cette passion pour l'autisme ne va pas s'éteindre, mais sinon, vos autres intérêts spécifiques, ils durent combien de temps en général? Moi, en général, ça dure quand même longtemps. C'est pas, j'ai pas beaucoup, parce qu'avant, j'avais les animaux, et notamment les chevaux, et bon, ça, maintenant, c'est moins un intérêt, mais par contre, j'ai toujours j'aime beaucoup les animaux. Et c'est pas un intérêt spécifique, parce que je vais pas passer mon temps là-dessus, mais par contre, ça reste, voilà, un de mes divertissements. Enfin, j'ai quand même un cheval. Tous les week-ends, je fais des kilomètres pour aller le voir, pour m'en occuper, etc. Donc, moi, en fait, j'ai pas eu beaucoup d'intérêt spécifique dans ma vie. Ça reste très fort et très longtemps, en fait. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est quand on regarde la définition du DSM, finalement, ce qu'on souligne, ce sont les difficultés qu'il y a à être autiste, et on ne souligne pas les efficiences. Ce qu'on peut faire mieux que les autres, ce qu'on fait d'une manière spécifique. Et je trouve que ça crée un biais, c'est-à-dire que très vite, on va pouvoir considérer ça comme une maladie, et on va peut-être seulement considérer ceux qui en souffrent, et pas ceux qui finalement ont appris à vivre plutôt bien avec, parce qu'il n'y a pas assez un trouble, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça crée une sorte de biais, et que ça force à le voir uniquement sous le regard du handicap, au lieu de le voir comme une spécificité? Alors c'est vrai que maintenant, en même temps, on parle de neuroatypisme, donc il y a quelque chose qui s'équilibre, mais est-ce que ça crée pas ce biais? Est-ce que ne devrait pas simplement parler de personnalité autiste, ou je ne sais pas. Est-ce que ça vous convient comme manière d'envisager? J'ai peut-être pas la même vision que toutes les personnes autistes sur ce sujet. Je pense que c'est en effet important de mettre en avant les forces, et qu'il peut y en avoir chez toutes les personnes autistes, mais néanmoins, ça reste un handicap important, et pas seulement du fait de la société chez certaines personnes. Et je pense que c'est quand même important de mettre en avant la notion de handicap, parce qu'en fait, on a quand même des personnes qui peuvent avoir des traits de l'autisme sans pour autant être autistes, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la population. Dans toute la population, il y a des personnes qui ont moins d'intérêts sociaux que les autres, qui sont plutôt solitaires, qui peuvent avoir des passions assez fortes, mais qui
pour qui tout cela n'entraîne pas de difficultés importantes forcément au quotidien, où ils peuvent s'en sortir bien. Et je pense, même si la frontière entre autisme et non-autiste, c'est flou, je trouve que c'est quand même un petit important en fait de faire une distinction, même si bien sûr, par contre, je trouve que c'est important aussi de ne pas voir les choses qu'en termes de déficience, entre guillemets, parce que ça, c'est problématique quand on emploie un vocabulaire qui est négatif et qui du coup va être stigmatisant. Alors, une deuxième question que je voulais vous poser, c'est depuis quelque temps, on n'utilise plus le terme d'Asperger pour décrire une partie de la population autiste. J'ai qu'une opinion sur le sujet, c'est-à-dire que je vais simplement vous livrer mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, je suis pas sûr qu'elle vaille grand-chose, mais je vais quand même vous la livrer. J'ai l'impression que quand on parlait d'Asperger, ça avait au moins l'avantage de décrire l'autisme d'une manière positive, justement, en décrivant des choses qui étaient certainement très clichés sur le génie des autistes, sur les capacités des autistes, enfin des choses qui étaient très clichés, mais qui penchaient un peu, pour une fois, vers le positif. Et puis, ça permettait quand même de séparer deux classes dans l'autisme, entre des personnes qui peuvent avoir un handicap très très lourd, justement, et des personnes pour qui l'autisme n'est peut-être pas facile à vivre, mais qui arrivent à avoir une vie tout à fait très, très, très chouette. Est-ce que vous regrettez la disparition de ce terme? En gros, on reproche à Asperger d'être nazi, donc on évite, je dis peut-être une bêtise, on évite le terme. Et puis aussi, on parle maintenant de spectre de l'autisme. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus cette sous-segmentation pour parler de l'autisme? Non. Ah non, c'est vous voyez, c'est une opinion. Je vais expliquer pourquoi. Alors, juste sur Asperger, sur le fait qu'il soit nazi, c'est très controversé. J'en parle d'ailleurs dans le livre à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a des conclusions qui ont été peut-être faites un peu hâtivement de certaines personnes. Enfin bon, bref, je ne vais pas développer sur ce sujet, mais je pense que les choses ne sont pas autant toutes noires ou toutes blanches vis-à-vis d'Asperger. Et il a quand même fait un travail remarquable aussi sur certains points. Par contre, je ne regrette pas la disparition du terme, parce que je crois que les choses sont plus complexes que ça. Le syndrome d'Asperger, en fait, c'était surtout basé sur l'absence de retard de langage chez la personne autiste. Mais des fois, on avait l'impression que c'était les personnes autistes dites de haut niveau, sans déficience intellectuelle, alors que chez les personnes avec un autisme dit de Kanner ou plus typique, il y a aussi des personnes qui n'avaient pas de déficience et qui pouvaient développer un langage, mais des fois plus tardivement, etc. Le problème, c'est que je pense que les choses sont plus complexes que ça, et probablement que, effectivement, on aurait besoin maintenant de nouvelles catégories, mais on ne sait pas forcément comment les faire et si ça serait bien de le faire, mais pour avoir en tout cas une meilleure représentation de quoi on parle quand on parle des personnes autistes, et puis surtout de pouvoir aiguiller l'accompagnement, puisqu'il ne sera pas pareil non plus selon les différentes personnes. Mais à l'heure actuelle, par exemple, dans la génétique de l'autisme, il y a plus de 200 gènes qui ont été identifiés, il y en a probablement de nombreux autres, donc ça montre la diversité en fait de l'autisme. D'ailleurs, comme l'écrit Thomas Bourgeron, son livre, le titre c'est Des gènes, des synapses et des autismes, parce qu'effectivement il n'y a pas un type d'autisme, mais des types d'autisme, sauf que on n'a pas vraiment des partitions très claires. Certainement qu'il y a des recouvrements, mais c'est d'ailleurs, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui sera probablement le sujet de mon futur post-doctorat. Oh, vous avez du travail devant vous, hein. Il n'y a pas oui, de. Oui, alors je ne sais pas que je trouverai beaucoup de réponses, mais en tout cas, ça sera l'objet de recherche. Je me suis donné un budget illimité en questions bêtes avec vous aujourd'hui, et la question que je voulais vous poser, mais vous y avez un peu répondu, c'était: est-on sûr que derrière l'autisme, il n'y a qu'une seule chose de même nature, ou bien simplement c'est un portrait qui explique bien plein de choses, des traits communs, mais est-ce que finalement il n'y a pas plusieurs choses différentes? On va dans un instant parler de l'autisme des femmes, et on peut se poser la question aussi pour l'autisme des femmes. Est-ce qu'on croit qu'il y a une seule, que l'autisme c'est une chose,
Ou bien finalement, il pourrait y avoir derrière vous voyez, on peut parler d'un rhume, mais finalement, il y a plusieurs virus différents derrière. Et pareil pour les mouettes, on parle des mouettes, mais en fait, il y a 4, 5, 10 oiseaux différents marins qui sont appelés mouettes. Est-ce que vous pensez que c'est simplement une simplification pour regrouper des choses qui pourraient être différentes, ou vous croyez quand même qu'il y a un fond commun vraiment patent? Du coup, je trouve que c'est pas du tout une question bête, c'est même une très bonne question et c'est important de la poser. L'autisme, en fait, ce que c'est à l'heure actuelle, c'est une définition clinique par rapport à des signes cliniques qu'on observe, donc par rapport au comportement dont on a un peu parlé au départ. Mais effectivement, ce que cette clinique recouvre derrière, et ben, justement, on le cherche. Donc, par exemple, moi, en neurosciences et beaucoup d'autres chercheurs, mais on voit, par exemple, qu'on ne va pas trouver les mêmes particularités de fonctionnement cérébral chez toutes les personnes autistes, ou les mêmes particularités d'anatomie cérébrale chez toutes les personnes autistes. Chez certaines, on va constater un hyperfonctionnement de certaines zones, alors qu'elles seront en hypofonctionnement chez d'autres personnes autistes. Donc, il y a vraiment une forte hétérogénéité, comme dans la génétique. Et d'ailleurs, dans la génétique, on peut déjà distinguer deux grandes classes de personnes autistes. Il y a ce qu'on appelle les autistes syndromiques, qui ont un autisme qui est lié en général à un seul gène et qui va avoir un effet fort et qui va être associé à un syndrome plus général, par exemple comme le syndrome de l'X fragile, qui va entraîner d'autres caractéristiques physiques, fonctionnelles, etc. Et puis, il y a la majorité des personnes autistes, c'est des autistes qu'on appelle non syndromiques, qui, eux, leur autisme est lié plutôt à une combinaison de plusieurs gènes. Si on fait une analyse génétique, la plupart du temps, on ne retrouve pas quels gènes vont donner leur autisme, mais voilà, on suppose qu'il y a une combinaison de plusieurs gènes, et voilà, et du coup, ces combinaisons, elles peuvent être très variées. Donc, on peut, et en plus de ça, les gènes vont pas, même si un même gène est touché chez deux personnes, ça ne va pas forcément donner exactement les mêmes caractéristiques chez ces deux personnes. Donc, c'est très complexe. Et de là, on a effectivement une hétérogénéité. Et l'autisme, ce n'est pas une entité qui... ça regroupe des personnes, mais pour l'instant, seulement par rapport à des caractéristiques cliniques. Et on ne sait pas si effectivement, il y a une homogénéité derrière. Non, probablement pas, en fait. Ah, c'est passionnant. C'est-à-dire que, si je comprends bien, on commence à observer l'autisme un peu comme un psychiatre. On essaie de voir un groupe de personnes, d'en distinguer finalement les traits communs et puis de mettre un nom dessus pour que ce soit simplement plus facile de les accompagner et plus facile de les nommer. Est-ce que c'est une particularité? Alors déjà, en vous écoutant, on sent bien que l'autisme, il y a une grande partie qui semble être génétique, mais est-ce que dans votre domaine, vous avez la chance, par rapport à d'autres domaines de la psychiatrie, à pouvoir vous fonder sur des éléments plus scientifiques? C'est-à-dire que finalement, il y a plus de pistes pour comprendre l'autisme avec le regard d'un neuroscientifique, peut-être avec l'imagerie médicale telle que vous le décriviez, peut-être avec la génétique, que pour d'autres particularités de l'esprit humain, comme la bipolarité, la schizophrénie ou autre. Est-ce que vous avez au moins cette chance-là, dans ce domaine, finalement, d'avoir quelque chose qui peut être décrit d'une manière plus scientifique? Non, je pense que dans la bipolarité, c'est tout autant le cas, puisqu'on retrouve aussi des particularités j'ai aussi un peu travaillé sur la bipolarité, donc je peux en parler, mais c'est aussi lié c'est aussi le cas dans d'autres conditions. Mais on retrouve des particularités neurofonctionnelles, des fois on retrouve des facteurs génétiques, etc. Donc pas les mêmes. La différence, c'est effectivement dans l'autisme, des fois on a vraiment des gènes qui ont un effet fort et qui ont vraiment été associés à des formes particulières d'autisme. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est assez compliqué. Alors, effectivement, des fois, on peut retrouver certaines choses au niveau neurofonctionnel qu'on va retrouver quand même de manière assez fréquente. Par exemple, des particularités dans certaines aires temporales qui sont liées au traitement des visages ou au traitement des stimuli sociaux, mais c'est quand même ça reste quand même variable d'un individu à l'autre, et on ne pourra pas, en prenant
le scan ou en faisant une imagerie fonctionnelle à un individu, on ne pourra pas déterminer s'il est autiste ou non autiste. D'accord. En lisant votre livre, L'autisme au féminin, que je conseille encore une fois vraiment très, très, très chaleureusement, si je ne me suis pas fait comprendre en présentant Adeline Lacroix au début de cette interview, j'ai compris finalement que le patriarcat pouvait se loger absolument partout et qu'il pouvait se loger notamment dans l'intérêt qu'on porte aux maladies et que finalement, on ne s'était pas tant que ça posé la question de savoir si les femmes avaient des maladies ou des problèmes différents des hommes. J'ai appris par exemple en vous lisant que les symptômes d'une crise cardiaque sont très différents chez la femme que chez l'homme, par exemple. Et puis, c'est une manière pour moi finalement de vous inviter à parler d'un autisme qui a été un peu relégué pendant un certain temps. À une époque, si vous n'étiez pas un homme, vous ne pouviez pas être autiste. Qu'est-ce qui fait la différence de l'autisme chez la femme? Et est-ce qu'on est en train de s'y intéresser suffisamment maintenant? Vous vous y intéressez, bien sûr, mais est-ce qu'on s'y intéresse suffisamment? Oui, je pense qu'il y a quand même un grand progrès à ce niveau-là. Et maintenant, il y a quand même beaucoup d'études qui traitent de ce sujet. Suffisamment, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a maintenant quand même beaucoup de chercheurs qui traitent de ce sujet. Je pense que à l'heure actuelle, malgré tout, pas que pour l'autisme, on étudie encore trop peu, probablement, les femmes et ce qui peut entraîner un certain préjudice. Mais bon. Et pour ce qui est des différences par rapport à l'autisme chez les hommes, à la base, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est les mêmes caractéristiques. Si on s'intéresse aux symptômes fondamentaux, c'est les mêmes caractéristiques. Mais souvent, elles sont présentes de manière un peu plus subtile chez les femmes. Et il y a un fonctionnement qui est un peu différent. Enfin, voilà, par exemple, chez les femmes, on va retrouver, alors que chez les hommes et les femmes, on retrouve des difficultés sociales et de communication, chez les femmes, souvent, on va retrouver un peu plus d'appétence sociale quand même, un peu plus de motivation sociale, un peu plus de volonté d'aller faire les autres, ce qui va peut-être permettre un cercle vertueux. Alors, on ne sait pas si cette appétence, elle est... c'est probablement en fait une combinaison de facteurs à la fois peut-être innés, mais à la fois aussi culturels et éducatifs, puisqu'on attend plus des femmes qu'elles aillent vers les autres. Mais il peut y avoir de ces deux facteurs. Et puis, ça peut entraîner, comme je disais, peut-être un cercle vertueux, puisque si on va plus vers les autres, même si on est un peu à côté des autres, moi, je sais qu'au collège, j'avais une meilleure amie, mais je n'avais pas beaucoup d'autres amis. Et des fois, j'étais dans ces cercles. Mon amie, elle allait voir d'autres gens. Et des fois, j'étais dans ces cercles. Je n'interagissais pas forcément beaucoup, mais j'observais beaucoup. Et en observant, on apprend. Donc, en apprenant, on finit par progresser. Et ça peut créer un cercle vertueux par rapport à une personne qui restera vraiment... elle complètement à côté des autres. Donc, voilà. Donc, on a ça, on a des intérêts qui sont souvent un petit peu plus, qui sont moins remarquables ou exceptionnels ou plus, un peu plus classiques. Une petite fille qui s'intéresse aux animaux, par exemple. Une petite fille, moi, je connaissais une petite fille autiste qui avait vraiment une autiste très typique, qui a d'ailleurs été diagnostiquée précocement, mais qui avait un fort intérêt pour les poupées. Et si je vous montre la vidéo, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est autiste, on a juste l'impression d'une petite fille qui joue à la poupée, mais finalement, elle avait un jeu particulier, et elle jouait à ça tout le temps, ou une jeune femme aussi, pareil, où son intérêt... quand elle était petite, c'était des petits poneys, mais il fallait qu'elle aligne tous ces petits poneys avant de jouer, qu'elle les peigne dans un certain ordre, et voilà, elle ne pouvait pas faire autrement. Mais si on n'y prête pas attention, on voit juste une petite fille qui joue aux petits poneys, ce qui est totalement normal en apparence. Et est-ce que pour finalement détecter l'autisme chez les femmes, il faut avoir connu suffisamment d'autistes femmes pour pouvoir s'en faire un portrait, une impression et le détecter? Parce que tout ce que vous me décrivez, c'est finalement, vu de l'extérieur, c'est pas des symptômes, mais des micro-traits. Ça a l'air vraiment d'être compliqué. Est-ce que les tests suffisent?
comment on fait pour se faire je trouve ça compliqué à vrai dire. Je trouve vous êtes très clair, tout ce que vous dites est vraiment synthétique et précis et j'apprécie beaucoup, mais je trouve que finalement c'est difficile de réduire l'autisme, c'est difficile de le décrire en une phrase et c'est assez difficile de se l'approprier extrêmement facilement par rapport à d'autres problématiques. Donc est-ce qu'il faut avoir connu des autistes pour pouvoir le détecter? Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux que ça? Je pense qu'effectivement, déjà, les personnes qui diagnostiquent le mieux sont les personnes qui ont vu le plus d'autisme, mais pas forcément chez les femmes, mais surtout des autistes un peu dans tout le spectre, mais aussi des autistes, enfin, on va dire, entre guillemets, sévères, enfin, quand on a le plus de difficultés. Moi, je sais que la première personne, la psychologue que j'ai vue qui a évoqué le diagnostic pour la première fois avant que je fasse ma démarche un peu plus officielle, c'est une personne qui n'avait ni l'habitude de travailler avec des adultes. Je crois que j'étais la première adulte avec qui elle travaillait et pas spécialement beaucoup avec les femmes. Et pourtant, voilà, moi, je ne suis pas très visible et pourtant, elle a vu l'autisme chez moi parce que justement, elle connaît bien l'autisme et elle a su aller chercher les signes de l'autisme en me demandant comment je fonctionnais sur certains points, etc. Et puis après, je pense que c'est important aussi souvent d'avoir des regards extérieurs parce que pareil, finalement, au quotidien, on fonctionne assez bien et ça semble aller, mais sur certains points, moi, par exemple, un des psychiatres qui a posé le diagnostic en ayant le retour de ma mère sur certaines choses qui, elle, lui semblaient quand même relativement, enfin, normales, mais elle a donné des descriptions sur certaines choses qui ont permis, en fait, qui lui ont permis au psychiatre de mettre en lumière certains signes de l'autisme. Et à l'heure actuelle, pareil, si on demandait à mon compagnon, il y aurait un certain nombre de choses, voilà, qui sont quand même particulières, mais qu'on voit au quotidien quand on vit avec moi et qu'on ne voit pas si juste on travaille avec moi ou si on voit juste, pas au quotidien tout le temps, voilà. Oui, il y a des plus petites, plus subtiles qui ne sont pas forcément de l'DSM, mais qu'on peut percevoir. C'est quoi? C'est une manière spécifique de parler parfois ou... Alors oui, ça peut être, c'est vrai, c'est assez fréquent, mais là pareil, je pense que c'est peut-être plus fréquent dans l'enfance, des fois ça reste à l'âge adulte, mais à l'âge adulte, on a un peu plus imité. Mais après, il y a des fonctionnements au quotidien. Moi, je sais que j'ai un fonctionnement très rigide sur certaines choses, avec une forte anxiété sur certaines choses. Enfin, je suis très ritualisée. Et ça, voilà, on le voit vraiment au quotidien, en fait. Je pense plus que, par exemple, au travail où je vais quand même essayer de faire beaucoup d'efforts pour m'adapter. Puis après, à la maison, à un moment donné, j'arrive pas trop. Mais après, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est complexe. Et personnellement, je n'aimerais pas du tout être psychiatre et devoir poser des diagnostics. Je trouve ça extrêmement compliqué. Surtout, enfin, il y a des personnes, des fois, qui n'ont même pas... de parents ou quoi qui puissent donner des vues sur l'enfance et je trouve que c'est très compliqué, surtout quand il y a d'autres choses qui s'additionnent. Par exemple, il y a beaucoup de personnes autistes ou de femmes autistes qui ont subi des violences, des traumas, etc. Ce qui n'est pas mon cas, donc du coup, c'est plus facile de faire la part des choses. Mais parfois, il y a d'autres troubles qui peuvent vraiment ressembler à l'autisme à l'âge adulte, et je trouve ça très compliqué ensuite de faire la part des choses, de qu'est-ce qui appartient à l'autisme et qu'est-ce qui peut appartenir à autre chose. Vous parliez tout à l'heure de cette rigidité. Pour avoir parmi mes proches des personnes autistes, je l'ai remarqué, c'est parfois difficile de sortir d'une émotion, d'une pensée. Il n'y a pas cette adaptation spontanée qu'ont la plupart des gens. Il n'y a pas ce côté, il n'y a pas beaucoup de zones de gris. Vous me dites à quel moment je dis des bêtises. Hein. Alors, ça a quelque chose de merveilleux parce que c'est d'une clarté et d'une force, cette manière de penser. Je trouve ça remarquable. La comparaison que je vais donner,
je trouve que parfois, en tout cas chez les personnes que je connais, ça ressemble à une pensée mathématique. Et c'est aussi beau, aussi parfait et aussi précieux qu'une pensée mathématique. Mais allez parler de maths avec vos amis, voyez si ça marche dans une cour de récréation, je n'en suis pas certain. Et je trouve que ça, enfin, pour l'expérience que j'en ai, hein, c'est juste, je trouve que c'est vraiment l'un des traits que je trouve les plus intéressants et les plus particuliers. Je ne sais pas si vous partagez cette même lecture. Ben oui, en tout cas, de manière personnelle, je vais la partager. Moi, je sais que j'avais justement, vous faites le parallèle avec les mathématiques, et c'est vrai que moi, j'étais très plutôt matheuse quand j'étais petite, et j'étais, voilà, pour moi, c'était simple, logique, et il y avait les choses allaient de soi comme ça, et tout ce qui était justement français, alors au départ ça allait que pour ce qui est grammaire, tout ça, mais dès qu'on partait dans de l'analyse de texte, tout ça, ça devenait beaucoup trop abstrait et incompréhensible pour moi. Il n'y avait pas de règles, quoi. Et les choses, pour moi, sont toujours très claires. C'est vrai qu'au départ, vous parliez de Sheldon, qui n'est pas officiellement autiste. Mon œil. Mais mon œil. Non, mon œil. Mais dans ce que disent les réalisateurs, mais c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup. Enfin, il y a même quelqu'un de mon entourage qui m'appelait Sheldon aussi, parce que il y a cette rigidité sur certaines choses, mais qui a vraiment une logique vraiment très, enfin, pas implacable, mais en tout cas implacable à notre sens. Par exemple, quand je pense à Sheldon avec l'histoire de la place où en fait il s'assoit toujours, et où en fait il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il veut s'asseoir à cette place, parce qu'elle est à telle distance de ceci et de cela, quand il explique ça, pour moi je me suis tellement reconnue dans ma manière de fonctionner, où souvent je suis rigide sur certains trucs, mais il y a vraiment une explication très précise. En fait, c'est pas un hasard, c'est pas juste parce que j'ai décidé que ce serait comme ça et c'est comme ça. C'est qu'il y a tout un tas de raisons, et que du coup, pour moi, c'est beaucoup plus optimum, et je comprends pas pourquoi on va faire autrement, par exemple, quelque chose, parce que c'est pas optimum, parce que c'est pas voilà. Donc je reconnais la chose aussi mathématique, où souvent les choses sont calculées au millimètre près, et si ça sort, ça va pas, quoi. Mais c'est certainement ça la base d'un esprit scientifique, c'est derrière les évidences d'essayer de trouver des règles, hein, et des règles qui se reproduisent, et des règles qui donnent du sens globalement aux choses. Et alors, est-ce que les autistes font de bons scientifiques? Et tant qu'à aller dans le cliché, est-ce que vous trouvez qu'il y a une proximité entre les profils haut potentiel, pas d'un point de vue scientifique, juste en termes de manière de voir le monde, entre les profils haut potentiel et on va dire par exemple les autistes de haut niveau? Est-ce que... Alors... Je vous demande de ne pas répondre comme une scientifique, c'est compliqué, hein, je sais. Alors non, non. D'accord. Non, je trouve que la question elle est très intéressante, parce que justement il y a un peu une confusion des fois entre le haut potentiel et les personnes autistes, où on dit c'est assez proche finalement en termes de fonctionnement, alors que pas forcément. En fait, il y a des personnes au potentiel qui ont des traits de l'autisme, et du coup qui vont se rapprocher des personnes autistes. Il y a des personnes au potentiel et autistes, donc ça existe aussi. Et puis il y a des personnes au potentiel qui n'ont pas du tout ces traits autistiques. Donc c'est plus sur le fait que oui, voilà, il y a même une étude sur le sujet qui montrait qu'effectivement dans certains groupes, il y a un sous-groupe, on va dire, de personnes au potentiel qui ont certains traits qui se rapprochent des traits des personnes autistes, mais c'est pas. Parce que si on pose comme définition que l'intelligence, c'est la capacité à avoir les patterns, c'est-à-dire les schémas qui se répètent, est-ce qu'on n'a pas dans ces deux catégories finalement un talent qui se retrouve? Oui, mais je pense que l'intelligence n'est pas uniquement... Ah non, c'est... Mais du coup, voilà, c'est pour ça que c'est dans la capacité à avoir les patterns, c'est une forme d'intelligence qui, par exemple, dans un test de QI, va être évaluée
par les matrices typiquement, ce qui est souvent quelque chose auquel les personnes autistes ont des bons résultats. Et puis chez les personnes au potentiel, il y en a plein qui ont des bons résultats, puis il y en a qui ont des bons résultats aussi à ça. Donc c'est pas forcément voilà. Et est-ce que ça veut dire aussi que finalement, par exemple, le test du QI ne peut pas dire grand-chose pour des personnes autistes? Parce qu'il y a peut-être des secteurs dans lesquels ils vont exceller, dans d'autres être vraiment moins bons, et que si on fait une moyenne, ça ne veut absolument rien dire. Ou est-ce que vous trouvez que ça a sa pertinence quand même? Ça a sa pertinence au moins pour voir là où on excelle et là où on a besoin d'aide, ça évidemment. Mais est-ce que vous trouvez que c'est pertinent ou que c'est simplement pas fait pour les personnes autistes? Je pense que les tests de QI sont en général pertinents s'ils sont bien effectués et bien interprétés. En fait, le test de QI, c'est pas fait pour avoir juste un score et voilà, on a tel score et voilà. C'est plus justement là pour évaluer certaines. À la base, c'était plutôt évaluer là pour évaluer les difficultés. Et là, on peut le prendre pour évaluer les forces et les difficultés. Mais du coup, si ils sont bien faits, mais par exemple, même chez des personnes autistes non verbales, on peut faire passer des tests d'intelligence non verbale et c'est pertinent. Mais effectivement, si on formule des choses verbalement à un autiste qui a du mal à comprendre les choses verbales, là, du coup, effectivement, ce n'est pas du tout pertinent et ça sert à rien de faire ce genre de choses ou de dire, moi, j'ai déjà vu des enfants à qui on a dit qu'ils étaient déficients sur la base d'un test de QI que souvent les professionnels n'arrivaient même pas à faire passer puisque l'enfant n'était pas forcément verbal, alors que ça n'avait pas de sens et que si on refait passer le test, mais cette fois adapté, donc des tests non verbaux, on voit qu'il y a en fait beaucoup de... Enfin voilà, qu'il y a une intelligence qui est là. On imagine qu'il y a à peu près combien de pourcents des femmes qui sont autistes? À peu près. Alors, combien de pourcents des femmes, je ne sais pas, mais il y a 1% environ de la population qui est autiste. Et après, il y a, on va dire, 2 à 3 hommes actuellement, on va dire, pour une femme autiste. Donc voilà, c'est ça qu'on peut dire à l'heure actuelle. Bon, ça veut dire que statistiquement, sur cette vidéo qui va être regardée plusieurs milliers de fois, il y a forcément pas mal de femmes autistes et pas mal d'hommes autistes qui vont vraisemblablement la regarder, sauf si c'est un sujet qui ne les intéresse pas du tout, ce qui est aussi une possibilité, ou que je leur déplaise, c'est aussi une autre possibilité. Là, j'aimerais vous poser une question un peu à l'envers de votre démarche. Vous essayez donc de donner du sens, des règles, de l'ordre à quelque chose qui en est à ses prémices, j'ai l'impression. On peut peut-être dire ça de toute science, de toute façon. Donc, c'est peut-être idiot ce que je suis en train de dire. Mais si vous deviez raconter quelques anecdotes pour décrire ce que c'est que la vie et la manière de ressentir la vie d'une personne autiste, simplement des anecdotes. Pourquoi? Parce que je trouve que de temps en temps, les anecdotes, c'est plus facile de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'en regardant justement The Big Bang Theory avec le personnage de Sheldon ou sa version, je trouve encore plus fine, qui s'appelle Young Sheldon, on le voit enfant, je sais pas, j'ai l'impression que on est encore plus dans un portrait d'un jeune garçon autiste. Donnez-moi quelques anecdotes pour que finalement. Je trouve ça difficile. Enfin, je peux en donner, hein, mais je vais juste expliquer avant de les donner pourquoi je trouve ça difficile. Bon, déjà, c'est difficile si on n'a pas un thème précis de pouvoir en donner. Et puis en plus, parce que des fois, on peut se retrouver, je trouve on peut se retrouver dans une anecdote sans que ça représente vraiment toute la vie. Et du coup, des fois, ça peut aussi entraîner un biais où des personnes vont dire « Ah bah oui, moi aussi, j'ai ça, alors peut-être que je suis autiste, alors que c'est pas en se retrouvant dans une anecdote que voilà, parce que c'est vraiment un ensemble. » Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Adeline, mais c'est le problème de toute vulgarisation. Oui, c'est ça. Mais au moins, avec les anecdotes, et même si on est caricatural, on crée l'intérêt. Et ensuite, il y a des spécialistes pour faire le tri et aider et guider. Donc, des anecdotes qui ne seront pas vraies pour tout le monde, mais qui vous semblent tellement autistes dans l'expérience que vous en avez. Je sais pas, par exemple, je sais pas si vous avez beaucoup d'amis autistes ou pas, mais si vous deviez en discuter autour de vous, les anecdotes dans ma vie qui font que c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, oui. Non, mais alors du coup, voilà, je peux en raconter par exemple, sur les sensorialités. Il y a un certain nombre de choses. Enfin, moi, je sais que j'avais des difficultés sensorielles, sans forcément que je le sache. Mais par exemple, j'étais j'étais très dérangée par les élastiques de mes culottes quand j'étais jeune. Et du coup, ce que je faisais, c'est que donc je me souviens que je me plaignais beaucoup à ma mère en disant j'ai mal à l'élastique, alors que la culotte était à ma taille, hein, il n'y avait pas de problème pour ça. Et du coup, j'avais trouvé la stratégie, parce que souvent on développe des stratégies, donc de mettre mon t-shirt, mais vraiment je le mettais partout où il y avait l'élastique de ma culotte. Et donc voilà. Et après, au collège, comme on doit se déshabiller pour le sport un peu devant tout le monde, j'avais vu qu'en fait personne ne faisait ça. Donc je devais toujours penser, ça représente un coût cognitif, parce que je devais toujours penser de sortir d'abord mon t-shirt de ma culotte pour pas que les gens se moquent de moi. Et puis bon, une fois qu'on était changé, je pouvais remettre, une fois que j'avais de nouveau un pantalon, je pouvais remettre ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses, de particularité sensorielle, ou pareil, quand je me retrouvais à partir en vacances en famille, j'ai la plus petite, et souvent j'étais au milieu, derrière, dans la voiture, du coup, et j'étais souvent entre mon père et mon frère, ou mes deux frères, qui étaient en short et qui avaient donc des poils sur les jambes. Et je me souviens que je faisais tout pour éviter, ce que ça me rien d'avoir leur poil à mon contact, ça me grattait et ça m'irritait énormément, et c'était quelque chose de très angoissant dont je me souviens beaucoup. Puis après, il y a toutes les choses sociales, comme j'ai raconté tout à l'heure, où souvent je me retrouvais à côté, en fait, de personnes sans pouvoir interagir, en me demandant ce que j'allais pouvoir dire, et puis finalement en disant rien. Ou alors je développais pareil des stratégies, comme j'étais souvent toute seule dans la course, si ma meilleure amie n'était pas là, et je marchais comme si j'allais à un endroit. J'avais développé aussi cette stratégie, je marchais d'un pas décidé, comme si j'allais à un endroit, pour être sûre qu'on ne m'embête pas, parce que moi j'avais un peu peur de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui subissent des harcèlements, et j'en ai pas subi, mais parce que voilà, j'ai développé ces stratégies-là. Et parfois aussi j'allais un peu, j'allais aux toilettes, même si j'avais pas forcément envie d'y aller, mais parce que je me disais, ça me fait un temps de... Pour moi, les créations, notamment au collège, c'était vraiment un calvaire, quoi. Dès que les salles d'études étaient ouvertes, ou le CDI, j'allais m'y réfugier. Mais des fois, quand c'était tôt le matin, parce que souvent j'étais déposée à l'école tôt le matin, et j'avais pas, les salles d'études n'étaient pas ouvertes, donc voilà, je marchais toute seule, comme si j'allais à un endroit, et voilà. Pardon, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de me dire. Il y a un livre qui est célébrissime, qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, et qui se vend encore, qui a été parmi les 12 livres les plus vendus au monde. Enfin, c'était vraiment un succès d'édition. Et au début de ce livre, il dit: regardez un petit chien, quand il veut obtenir quelque chose, des caresses instinctivement, et c'est ce qu'il faut faire pour être mignon, pour se faire des amis. Il faut que vous fassiez la même chose. Et l'idée de ce livre, c'est que finalement, se faire des amis, c'est simple, faut pas y penser, et on va retrouver quelque chose de naturel en nous. Là, ce que vous me décrivez, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que finalement, ça vous oblige à une analyse des situations permanentes. Alors, qu'est-ce qui les rend compliquées? Est-ce que c'est parce que ça s'est mal passé, elles vous font peur? Est-ce que c'est parce que vous suranalysez et que finalement quelque chose qui pourrait être simple ne l'est plus? Comme, vous voyez, un mille-pattes qui se demanderait comment marcher et qui n'arriverait plus à marcher. Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours un petit décalage et il faut le masquer? À votre avis, chez vous, ou peut-être d'une manière plus générale, quelles sont les premières choses qui rendent la communication difficile pour les autistes, si ce n'est l'absence de spontanéité, du ressenti, de l'interaction, de la nature de l'interaction sociale? Maintenant, pour moi, je trouve que ça va, mais à l'époque, donc quand j'étais jeune, c'était... déjà, j'avais rien à dire, ou je trouvais que les choses aussi allaient un peu trop vite pour moi. Et c'est aussi pour ça peut-être que je me pensais bête, mais des fois, il y avait une conversation, les gens, ils arrivaient à parler, et moi,
effectivement, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis, des fois, ça me faisait penser à un truc, mais je ne savais pas quand placer ma parole. Et du coup, je n'arrivais pas à parler parce que juste, je ne savais pas comment, à quel moment, on pouvait parler. Et quand je voulais parler de la chose, c'était trop tard. Après, il y a, je sais pas il y a des choses, honnêtement, je n'ai pas la réponse sur, par exemple, je me souviens qu'au début du lycée, je me suis un peu plus intéressée aux autres et j'avais quand même des amis, mais j'ai pas réussi à avoir des amis proches. En fait, ça me faisait envie quand je voyais des gens qui avaient l'air quand même proches les uns des autres et je voyais cette complicité entre eux. Et moi, j'arrivais pas à avoir cette complicité avec les autres. Pourtant, j'avais quand même des amis, mais j'étais jamais la meilleure amie et honnêtement, je saurais pas. Enfin, maintenant, je dirais, parce que j'étais autiste et que j'avais des difficultés quand même, dans la communication, dans les relations, qui fait que même si, comme j'étais quand même plutôt sympa, je pense que j'avais des amis, mais que j'avais pas d'amis très proches. Mais c'est difficile parce que même à l'heure actuelle, je sais toujours pas forcément comment on fait, sauf que maintenant ça me manque plus, mais à un moment donné c'était quand même un peu douloureux et compliqué en fait Et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que ça se passe bien parce que vous arrivez à ne plus penser, ou bien parce que finalement être en couple, avoir des enfants, ça vous a permis peut-être de développer des choses que vous n'aviez pas encore développées émotionnellement? J'ai Donc, pas d'enfant. Quoi, pardon? J'ai pas J'ai entendu. pas d'enfant. Non. Non, vous n'avez pas d'enfant, d'accord. Non, je pense que ça serait compliqué pour moi d'avoir des enfants parce que j'ai trop de difficultés, j'ai trop de fatigabilité et voilà, ça serait compliqué pour moi. Je sais qu'il y a plein de femmes autistes qui ont des enfants, mais moi, je pense que ça serait un peu compliqué pour moi. Mais je pense qu'effectivement... Pardon de l'avoir présumé, c'était vraiment idiot. Ah non, il n'y a pas de problème. Ouais, alors qu'est-ce qui fait que maintenant vous y arrivez bien? Vous avez toutes les règles ou vous vous posez plus de questions et c'est devenu automatique? Non, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà maintenant, j'ai des amis quand même de longue date, donc que je vois pas très régulièrement. Donc quand je les vois, on a quand même des choses à se raconter. Et puis après, j'y arrive bien parce que dans le monde professionnel, en fait, c'est là où j'ai le plus de communication et c'est souvent, donc mes communications sont en lien avec ma profession, donc mon intérêt aussi, puisque je travaille dans la recherche et que du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir des échanges sur mon intérêt. Et pourquoi j'arrive à peut-être à mieux savoir qu'en parler, etc. Je pense que j'ai davantage intégré maintenant les codes de la communication. Donc j'arrive, mais ça ne veut pas dire que j'y réfléchis plus. J'y pense encore. Enfin voilà, c'est pas complètement fluide. Quand je parle avec quelqu'un, je pense toujours à mes mains, ce qu'elles font, à le fait de hocher la tête ou pas, ou au fait de qu'est-ce que je vais dire, qu'il faut pas interrompre les gens, qu'il faut que je parle mais pas trop longtemps. Enfin, du coup, ça reste pas complètement, je pense, inné. C'est vrai que c'est toujours la question. Je sais pas si les personnes non autistes ont toutes ces questions quand elles communiquent avec quelqu'un. Mais mais je pense à ça. Sauf effectivement dans un milieu proche, par exemple avec mon compagnon, je pense pas à ça, par exemple. Je trouve qu'au moins pour les personnes qui ont de l'anxiété sociale, qui manquent de confiance en elles, il y a un questionnement de ce type, peut-être pas aussi permanent, et puis peut-être aussi pour certaines personnes au potentiel, il y a aussi ce besoin de comprendre et ce ressenti d'une différence. Peut-être qu'on le retrouve aussi. Donc je trouve que c'est vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose que je trouve facile. Alors, c'est juste ma perception, mais quelque chose de facile à m'approprier comme ressenti.
C'est-à-dire d'être dans le... Peut-être pour ça que je suis devenu psy, hein. Si je me posais pas de questions sur la manière de penser et de réagir des gens, je n'aurais pas pris cette profession. Alors, j'aimerais qu'on réponde un petit peu, si vous voulez bien. Est-ce que je peux prendre encore quelques minutes de votre temps, Oui, oui. Aline? J'ai vu une première question, c'était de savoir si l'autisme était considéré de la même manière dans tous les pays du monde. C'est une question intéressante, je trouve. Alors, ça a été posé par quelqu'un de ma famille, donc ça ne m'étonne pas. C'est mon frère qui l'a posé. Donc, ça sent le népotisme. J'ai choisi mon frère en premier pour poser cette question-là. C'est une question intéressante et non, effectivement, je pense que c'est pas forcément considéré partout. Alors, j'ai pas des données, on va dire, sur toutes les cultures, mais en tout cas, il y a la manière dont c'est considéré, on va dire, dans les pays occidentaux, nous, on se base sur le DSM notamment, même s'il y a des disparités entre les pays, parce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que la France, d'autres pays qui sont peut-être un peu plus en retard aussi, et que du coup, il va y avoir des différences, par exemple, de diagnostic un peu entre ces pays. Mais c'est vrai qu'après, si on va dans des pays d'Afrique ou quoi, où des fois, les personnes autistes pouvaient être considérées, voilà, comme quand on a une... Alors, je ne veux pas généraliser, hein, parce que ce n'est pas forcément tous les pays, mais dans certains pays qui croient en certains, au fait d'être un peu possédés, quoi. Donc, des fois, il peut y avoir ce genre de croyance, ou à l'inverse, on peut penser que la personne autiste, c'est plutôt un peu un chaman ou ce genre de choses. Donc, des fois, ça peut être vu très négativement, des fois positivement, des fois aucun des deux, des fois médicalement, des fois moins médicalement. Donc, effectivement, ça peut être perçu différent selon les cultures. Il y a un dicton dans l'islam, alors je ne sais pas où on le trouve, si c'est dans le Coran ou ailleurs, qui dit Dieu parle par la bouche des fous. Alors les autistes ne sont évidemment pas fous, mais on retrouve cette idée finalement de trouver dans la différence bien des éclairs de vérité ou des révélations. Et par exemple, alors je sais pas si c'est un vrai phénomène ou c'est juste une manie médiatique, mais paraît-il que dans la Silicon Valley, par exemple, les profils neuroatypiques et les autistes en particulier intéressent beaucoup les recruteurs parce qu'ils ont des capacités, une organisation, enfin des choses qui se prêtent bien avec ce qui est attendu là-bas. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça je trouve. Je sais pas, c'est possible parce que des fois maintenant il y a des choses, des organismes ou des entreprises qui s'intéressent au profil des personnes autistes ou atypiques de manière générale. Donc je pense que c'est possible effectivement. Comme à chaque fois que je fais une interview, il y a des mots qui m'échappent et il y en a un que je recherche. C'est cette tendance à avoir des petites manies qu'on répète, des petits gestes pour se rassurer, pour se sentir bien, des stéréotypies, c'est ça? Des stéréotypies, oui, c'est ça. Ouf, ça y est, j'ai retrouvé. Et Caramelilou pose une question, je pense, qui a trait à cela. Elle dit, peut-on parler de bizarrerie comme le fait de tripoter certains objets pour se relaxer? Alors, d'abord, on fait tous ça, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de sortes de diversions, de dérivatifs pour pas se sentir anxieux. D'une manière générale, les divertissements, quels qu'ils soient, nous permettent d'éviter de nous sentir mal. Hein. J'invente pas ça, c'est Blaise Pascal qui en a parlé le premier. Et ce besoin de se mordre la lèvre, de se roncher les ongles ou de jouer avec un hand spinner ou n'importe quelle chose, on le retrouve déjà chez un peu tout le monde. Mais c'est vrai chez les personnes autistes que c'est quelque chose de plus prégnant. Est-ce que, bon, pour moi c'est pas bizarre, mais je pense que vous allez répondre la même chose, mais on n'a pas encore parlé de ces stéréotypies, et pourtant c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Oui, on retrouve beaucoup chez les personnes autistes, notamment enfants. Après, à l'âge adulte, on fait les choses plus discrètement souvent, mais je trouve que vous l'avez bien dit, on retrouve ça chez aussi beaucoup de personnes. Et effectivement aussi chez les femmes autistes, on le retrouve un peu moins. Par exemple, on va un peu moins avoir de hand flapping chez donc, vous savez, des battements de mains comme ça que chez les hommes, que chez les garçons ou ce genre de choses. Donc voilà, mais après, oui, on peut toujours avoir... moi, je sais que j'en ai certaines avec
avec mes ongles, et souvent, pareil, mon compagnon, il veut que j'arrête de faire certains trucs des fois avec mes doigts, mais parce que pas pour me bloquer, mais parce que ça fait un bruit qui le dérange, mais c'est bien, voilà. il y a des singularités sensorielles, hein. Vous n'êtes pas la seule Voilà. à être dérangée par les poils Oui, de non, mais tout jambes. à fait, voilà, c'est ça. Et après, Ouais. peut-être que voilà, ça arrive aussi c'est vrai que ça arrive aussi chez beaucoup de monde. C'est toujours difficile de dire, ça, pour moi, ça, c'est lié à l'autisme, et ça ne l'est pas. Enfin, c'est difficile. Une question aussi de la même personne qui demande: la personne autiste, hommes et femmes confondus, se pose-t-elle plus de questions existentielles? Je trouve que c'est intéressant parce que on a parfois l'impression que finalement les personnes autistes se posent les questions que personne d'autre ne se pose. Et c'est quelque chose de très précieux finalement. C'est comme ça qu'on fait des découvertes sur soi, sur les autres. Si tout est évident, si on n'a pas de surprise, si on n'a pas de curiosité, si on ne cherche pas à comprendre, et bien finalement on va être juste dans de la répétition sociale. On va suivre ses penchants. Alors ça peut donner une vie très très chouette et des caractères formidables, mais est-ce que finalement donc les personnes autistes, je ne parle pas de ceux qui ont un handicap très sévère, peut-être plus les femmes justement, est-ce qu'elles ont tendance à se poser plus de questions sur le sens de la vie, sur le sens des choses? Je ne sais pas. Je pense que c'est vrai, en tout cas, ce que vous dites, que des fois, elles peuvent se poser des questions approfondies sur certains sujets. Après, est-ce que c'est plus de questions existentielles? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, des fois, voilà, le fait d'avoir des questions plus approfondies sur certains sujets, ça, je pense, pour les personnes autistes qui n'ont pas de handicap intellectuel associé, ça, c'est probablement vrai, en tout cas. Aline, est-ce que je peux vous poser une question que je ne comprends même pas, mais qui doit dire quelque chose de très intéressant? C'est bien formulé, donc je vais vous poser la question et pour vous, ça va être certainement évident. C'est Oranis qui pose cette question et dit: j'aimerais savoir ce que vous pensez de la théorie de l'hypersystématisation de Baron-Cohen. Étant autiste, penser autrement qu'en système est difficile. Je tolère mal les variables inexpliquées. Est-ce qu'on revient à cette idée simplement de besoin de trouver des règles en tout? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, alors en tout cas, oui, cette théorie, pour ceux qui la connaissent pas, c'est pour 99,9% des gens qui nous écoutent. Donc Simon Baron-Cohen, c'est quelqu'un qui est un chercheur très important dans le monde de l'autisme, voire le chercheur le plus important dans le monde de l'autisme, et qui a développé une théorie. Une de ces théories, c'est que les personnes autistes ont un cerveau qui est très systémique et qui va en fait effectivement très bien voir certains patterns ou le fonctionnement de certains systèmes, etc. Donc du coup, qui peuvent être doués pour certains sujets un petit peu comme ça, justement mathématiques, mécaniques, ce genre de choses. Après, aussi, par exemple. Oui, voilà. Du coup, oui, ça en lien avec ça. Mais donc, c'est une théorie qui a pu être critiquée. Moi, personnellement, elle me parle parce que je fonctionne un peu comme ça. Après, moi, j'ai trouvé très intéressant. J'avais lu, je crois que c'est le livre de Temple Grandin qui s'intitule Dans le cerveau des autistes, et où elle défendait l'idée plutôt de 3 types de cerveau de personnes autistes. Elle disait, il y en a qui sont un petit peu comme moi, qui sont les penseurs visuels et vraiment qui vont penser en images. Il y a les Asperger qui, eux, sont plutôt voilà, très forts dans le domaine verbal, etc. Et puis les derniers qui sont plutôt très forts justement dans la systémisation, dans le fait de même voir les choses aussi dans la systémisation, quoi. Et je trouvais intéressant parce que même si je suis pas sûre qu'il y ait que 3 types de personnes autistes, mais à l'époque, quand j'avais lu, mais ça fait déjà il y a longtemps parce que c'était peu de temps après mon diagnostic, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, ça me parlait le fait d'être plutôt ce type de penseur-là. Mais après, donc, qu'est-ce que je pense de la théorie? Je trouve que comme toute théorie, en fait, il y a des choses intéressantes, des choses qui sont plus critiquables parce qu'effectivement, l'autisme, ça ne sera pas que ça. Puis il y a des personnes autistes qui ne correspondent pas forcément à ça.
Ou simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'il faut faire des sous-catégories, hein, tout simplement. Oui, voilà, même si c'est complexe, mais peut-être. Mais en tout cas, je trouve quand même beaucoup voilà, toutes les recherches de Baron Cohen sont quand même assez intéressantes, et celle-là y compris, parce qu'on retrouve quand même un petit peu des patterns comme ça chez les personnes autistes. Donc c'est pas inintéressant, même s'il y a des choses qui sont critiquables. Une question intéressante de Mimi. Est-ce que vous conseilleriez à un adulte qui n'a jamais été testé de le faire, s'il a des doutes quant à un éventuel autisme? Quels avantages y a-t-il? Ben oui, en fait, s'il y a des difficultés, souvent, en fait, le diagnostic, il vient pas par hasard. Souvent, il vient parce qu'il y a quand même des difficultés qui sont pas résolues et qui sont quand même suffisamment importantes, comme je disais, pour que ça entraîne une sorte de un certain handicap quand même. Et du coup, c'est important de pouvoir déjà avoir des réponses, même si des fois, on peut avoir des doutes, on n'est pas 100% sûr, et puis on peut avoir une aide. Moi, personnellement, même avant le diagnostic, ça m'a aidé de voir la première psychologue que je voyais, qui était quand même spécialisée dans l'autisme et qui comprenait mon fonctionnement et qui a pu m'apporter quand même une aide relativement précise sur mes difficultés. Et puis après, moi, le diagnostic, ça m'a aidé parce que j'ai une reconnaissance de handicap, et ce qui m'a aidé à changer de travail aussi. Donc pour moi, c'était important. Après, effectivement, il peut y avoir des personnes pour qui vivent bien avec leur autisme et pour qui ça va pas avoir une importance capitale de se faire diagnostiquer. Donc voilà, ça dépend aussi des situations. Vous étiez institutrice, vous êtes maintenant en postdoc, donc en psychologie et neurosciences. Est-ce que finalement, une fois que vous avez compris ce que vous portiez en vous, est-ce que ce changement de carrière est devenu quasiment obligatoire, une évidence, où vous êtes passé par toutes les mêmes angoisses qu'on peut avoir quand on décide de changer radicalement de métier? En fait, avant même d'avoir le diagnostic, le changement, il était évident. Moi, j'arrivais pas du tout, j'étais vraiment, c'est pas quelque chose dont je parle souvent, mais c'est vrai que je pensais, je suis pas du tout. Pardon si la question est indiscrète. Hein, non, pas du tout. Mais je suis pas du tout suicidaire, mais quand même, je pensais à qu'est-ce qui pourrait bien arrêter ma souffrance, quoi. Et je me disais, mais si seulement je pouvais être dans le coma, ou je sais pas, parce que juste c'était trop compliqué pour moi et je savais pas. Et puis c'était très compliqué parce que du coup je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que voilà, moi je suis formée pour être prof, mais en fait ça va pas, et comment je vais faire? Donc après, pour moi c'était une évidence, effectivement. Quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, voilà, je comprends mieux d'où viennent les difficultés. Et après, je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse autre chose. Donc, oui, je suis passée par des questionnements parce que c'est compliqué à l'âge adulte quand on a j'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même, voilà, mon cheval. Donc, il fallait que je continue de subvenir à ses besoins. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir une famille quand même soutenante, enfin, ma maman qui m'a aidée quand même en me logeant notamment, mais voilà, c'était parce qu'à cette époque-là, du coup, j'avais pas encore mon compagnon, mais du coup, c'était compliqué parce que je me disais comment je vais faire financièrement. Puis j'ai eu de la chance de pouvoir toujours finalement conserver un salaire, même si parfois il a été réduit parce que j'étais à temps partiel, mais j'ai toujours pu conserver un salaire. Mais moi, mes questionnements n'étaient pas de l'ordre est-ce que je change vraiment? Parce que souvent, il y en a qui, dans mes collègues profs, me disent moi aussi, peut-être j'aimerais bien changer, mais quand même, on a un certain confort pour ceci, pour cela. Moi, c'était pas du tout confortable, c'était juste l'enfer, même si j'aimais ce que je faisais. J'ai passé beaucoup de bons moments avec mes élèves, ça se passait plutôt bien au quotidien et c'était un travail que je trouvais très enrichissant, mais c'était juste pas possible pour moi par rapport à mon fonctionnement parce que ça m'épuisait beaucoup trop. Mais pour moi, c'est devenu du coup une évidence de changer. Oui, après, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour la recherche? Est-ce que je vais avoir
les difficultés, voilà, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de postes, donc voilà, j'y arriverai pas. Mais pour l'instant, j'adore ce que je fais, j'ai cette chance-là et je vais tout faire pour aller au bout de mes rêves. Encore une fois, hein, ce que vous avez fait avec Autisme Féminin, c'est un chef-d'œuvre de recherche et de synthèse. Donc, c'est déjà un jalon, franchement, je trouve, dont vous pouvez être fier. C'est pas pour vous passer la brosse à reluire, je le pense sincèrement. Je voudrais vous poser une question pratique et ensuite une dernière question, beaucoup moins pratique, mais qui me semble importante. La question pratique, c'est, voilà, je suis une femme ou je suis un homme, je vous ai écouté, je me suis dit, tiens, bah voilà, ça croise ma vie, ça m'apporte des réponses, ça colle pas forcément parfaitement à ce que je vis, il y a des différences, j'ai vu que ça pouvait être complexe, etc. On frappe à la porte de qui pour savoir? Alors, Si on a des sous et si on n'a pas de sous. oui, alors en France, on a la chance d'avoir quand même des centres ressources autisme et qui, eux, sont spécialisés dans le diagnostic et c'est public. Donc, on ne paye pas quand on se fait diagnostiquer dans un centre ressources autisme. Le Les défaut, CRA, ça s'appelle. voilà, c'est ça, les CRA. Voilà. Et le défaut, c'est CRA, pardon. Autant pour nous, moi. on peut dire CRA, on dit comme on veut, il n'y a pas de... D'accord. Mais Mais c'est par parce que contre, si jamais vous le retrouvez sous le terme de CRA, ne soyez pas étonnés. Voilà, vous voilà. CRA comme vous voulez. Mais le défaut, c'est que souvent, il y a une liste d'attente qui est longue et du coup, il faut, enfin, voilà, c'est pas comme à mon époque, il y a quelques années. Moi, je trouvais que c'était déjà long, mais c'était juste quelques mois. Et là, c'est vraiment beaucoup de mois, voire une année, 2 années. Donc, ça peut être extrêmement long et là, c'est compliqué. Il y a aussi les centres experts, autisme ou Asperger encore maintenant. Et donc, ça, c'est des structures publiques et souvent dans lesquelles on a affaire à des équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est une bonne voie pour se faire diagnostiquer, mais souvent, il faut être déjà orienté par un médecin ou un psychologue. Donc, il faut en avoir déjà parlé un peu avec quelqu'un avant. Et sinon, dans le privé, on peut aller voir effectivement des psychologues ou neuropsychologues spécialisés dans l'autisme et qui sont habilités à faire certains tests et ensuite... il faut leur demander aussi s'ils ont une expérience de l'autisme. Voilà, c'est ça. Après, on peut contacter par exemple... Et l'autisme féminin. C'est ça. On peut contacter après Autisme Info Service qui a souvent, qui peut avoir des pistes sur les professionnels dans les différentes régions. Et puis après, par contre, il faut... un psychologue ne peut pas poser de diagnostic, donc après, il faut faire valider le diagnostic par un psychiatre. Donc, les psychologues comme ça, souvent, travaillent avec certains psychiatres. Après, c'est délicat parce qu'il y a une grande inégalité dans le type de diagnostic qu'on peut recevoir. Il y a des psychologues en libéraux qui font très bien leur travail. Moi, sur ma région, des fois, j'en connais des très bien. Et du coup, si des personnes me demandent, je peux orienter vers ces personnes. Puis il y en a qui font je pense qu'ils font leur travail en toute honnêteté et qu'ils le font bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a des diagnostics qui sont un peu donnés, on va dire, facilement, ou à l'inverse, on a des psychologues qui sont pas bien formés et qui vont pas, ou des psychiatres qui ne voient pas l'autisme alors qu'il est bien présent. Donc c'est pas évident. Il y a toujours des inégalités et c'est pas évident. Est-ce qu'il y a encore des professionnels qui croient qu'une femme ne peut pas être autiste? Je pense qu'il y en a encore, mais probablement de moins en moins quand même. Et est-ce qu'il faut privilégier plutôt des neuropsychologues que des psychologues? Ça dépend. Il faut surtout privilégier la formation. Enfin, par exemple, une personne qui... en fait, il y a quand même des tests spécifiques à faire passer pour le diagnostic de l'autisme. Souvent, les tests classiques sont la DOS, l'ADI, et pour ces tests-là, il y a une formation spécifique. Souvent, il faut que plusieurs personnes soient là pour coder le test, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut s'assurer que les personnes sont bien formées, quoi. Mais il peut y avoir des psychologues qui sont formés, parce que souvent, c'est pas des tests qu'on apprend en formation initiale, mais souvent, on fait des formations en complémentarité après la formation initiale.
Après, la neuropsychologue, elle va en plus pouvoir plus facilement faire passer des tests de QI, même si une psychologue peut, la neuropsychologue, elle est plus formée pour faire passer ces tests. Mais les deux peuvent être très bien. À la base, une neuropsychologue est une psychologue aussi. D'accord. Ma dernière question est la suivante. Je sais que je vais faire beaucoup de déçus parce que dans le chat, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. C'est tout simplement, qu'aimez-vous dans la pensée des autistes? Qu'aimez-vous dans leur regard sur le monde? Quelles sont les richesses qu'ils ont à apporter? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous avez plaisir à échanger avec des personnes autistes? J'aimerais bien qu'on finisse par ça, parce que si on parle de neuroatypiques, de personnes avec une pensée neuroatypique ou ce genre de choses, c'est qu'on essaie de changer le regard. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans ce regard différent sur le monde? Alors, je trouve que c'est pas évident comme question, parce qu'encore une fois, les personnes autistes sont toutes différentes. Mais moi, je sais que ça peut être chez vous, ça peut être chez vous simplement, si c'est plus facile. Non, mais après, ça peut être, par exemple, quand ce qui me venait en tête là, c'est que, par exemple, j'ai quelques amis autistes et j'aime bien parce que les choses sont simples avec elles. J'ai pas besoin de jouer un rôle justement et de dire ah ben mince, j'ai pas introduit les choses poliment, mince, voilà, je peux parler de but en blanc quand ben, on a fini, je sais pas, j'ai une amie autiste, parfois elle vient manger et il n'y a pas besoin qu'on reste encore des heures et de faire tout un tas de trucs. Quand on a fini, bah, on dit bon, bah, je vais y aller, bah, on y va, puis voilà, ça dure pas des heures et c'est pas, il n'y a pas tout un vous avez bien raison, les conventions sociales sont des choses bizarres. Par exemple, où est-ce que ça a été marqué que pour qu'on se soit bien amusé, il aura fallu trop boire et se coucher forcément tard? Où est-ce que c'est marqué qu'on doit danser après 22h ou 23h le soir et qu'on ne doit pas faire en après-midi? Où est-ce marqué que quand on est avec des gens inintéressants, on n'a pas le droit de partir comme ça en disant bon, bah, c'est pas tout, je m'emmerde, je me casse? Moi, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Ça doit être plus que rafraîchissant. Ça doit être salutaire que d'avoir des personnes qui savent s'exprimer de temps à autre sans masque social. Ça doit vraiment être une très belle chose. Oui, voilà. Et puis, voilà, où on peut aller directement au cœur des choses et où on peut avoir justement poser des questions approfondies sur certaines choses sans avoir peur de déranger, parler de son intérêt sans avoir peur non plus que ce soit inapproprié, etc. Donc, tout ça, voilà, c'est intéressant. Enfin, moi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est chez les amis autistes que j'ai en tout cas. Pour terminer cet entretien, je vais me la péter avec deux mots d'allemand. Je vais utiliser le terme Weltanschauung et Weltschmerz. La Weltanschauung, c'est la manière de regarder le monde. Et c'est une belle question que de se demander comment les autres regardent le monde. Et le Weltschmerz, c'est la souffrance du monde. C'est quand on a l'impression qu'on n'est pas fait pour ce monde, que ce monde devrait être différent, qu'on devrait pouvoir le changer. Et si à certains moments, vous avez l'impression d'être inadapté face au monde, dites-vous peut-être que c'est simplement le monde qui est inadapté. C'est pas du tout stupide de se dire ça. Et je voudrais aussi finir par une citation de Saint-Exupéry, alors que je cite très très souvent. Si tu diffères de moi, mon frère, bien loin de me nuire, tu m'enrichis. Eh bien, Adeline, ce soir, vous m'avez considérablement enrichi et je vous en remercie très très sincèrement. Eh ben, merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et cet échange très enrichissant et pour votre retour vraiment positif qui me fait très plaisir. Après l'interview qui était passionnante, les échanges ont continué à bâton rompu. Considérez ce qui suit comme une sorte de petit bonus. Je voulais répondre à une petite question, je voulais pas le faire pendant l'interview et je ne sais pas si on peut généraliser. Disons que pour tous les patients que j'ai eus qui étaient autistes, en général de haut niveau évidemment, ils répondaient plutôt bien à l'hypnose. Ce n'était pas pour moi quelque chose d'évident parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui demande un grand lâcher prise, mais je sais pas, j'ai peut-être eu dans ma vie
pas tant que ça, une dizaine de patients autistes sur 15 ans, non plus que ça maintenant, 19 ans de carrière ou quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais remarqué de blocage là-dessus. On n'a pas parlé d'ailleurs, ça serait un sujet intéressant, des thérapies qui peuvent faire du bien. Alors il y a l'ergothérapeute, il y a plein de disciplines comme ça qui peuvent aider. Vous avez des approches à conseiller pour développer des apprentissages qui facilitent la vie? Est-ce que vous avez des préférences ou est-ce que vous l'avez expérimenté ou... C'est-à-dire des approches thérapeutiques, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, on peut travailler par exemple en groupe sur les habiletés sociales, on peut travailler sur l'habileté manuelle, parce que parfois il y a des difficultés chez les personnes autistes, etc. Mais pour mieux vivre son autisme, on va dire d'un point de vue psychologique, être moins angoissé, moins pensé, être moins fatigué, est-ce que il y a des études qui prouvent l'efficacité d'une thérapie en particulier, ou est-ce qu'il y a quelque chose, des approches que vous trouvez simplement chouettes et vous avez vu que ça faisait du bien à certains autistes? Je pense que, alors je connais pas, pour être honnête, je connais pas très bien les études là-dessus, donc je pourrais pas dire. Puis je pense qu'encore une fois, ça dépend des personnes. Moi, j'ai fait un peu de TCC, deuxième, troisième vague, et ça m'a quand même bien convenu. Mais après, c'est aussi, comme dans toute thérapie, il y a une grande partie qui se joue avec le rapport qu'on a avec le thérapeute, et il faut avant tout que ça se passe bien avec le thérapeute. Donc, j'ai déjà vu des personnes autistes, qui ont pu avoir des approches, essayer des approches différentes, mais des fois, c'est pas tant l'approche que la personne qu'on a aussi en face qui joue, même s'il y a des approches qui sont probablement plus adaptées que d'autres, c'est sûr. Est-ce que pour vous, le plus important en général, c'est d'apprendre à gérer l'anxiété et les ruminations, ou c'est que quelqu'un vous explique les règles non dites du monde pour que les choses soient plus faciles? C'est les deux. Là encore, oui, ça dépend. Moi, à un moment donné de ma vie, ce qui a été important, c'est d'apprendre d'apprendre à gérer l'anxiété, les ruminations. Mais effectivement, plus tôt dans ma vie, je pense que ça m'aurait aidé d'avoir quelqu'un qui m'explicite un peu mieux les règles et qui m'apprenne. Donc, ça dépend du moment de la vie, ça dépend des personnes aussi, encore une fois. Donc, Et alors, dernière petite question, là, encore une fois, je suis désolé, j'abuse un petit peu. Moi, j'aurais tendance à dire que si on veut comprendre le non-dit dans la vie, les fables de La Fontaine, c'est pas mal du tout comme livre de référence. Est-ce qu'il y a... Bah oui, ça explique pas mal de choses qui semblent incompréhensibles en surface et ça les rend express. Mais est-ce qu'il y a un livre qu'on peut conseiller sur les habiletés sociales pour les développer, pour les comprendre? Est-ce que ça existe? Oh oui, il y a des choses qui doivent exister, mais alors franchement, je saurais pas dire là. Après, il y a un livre, moi, que j'aime bien pour les adultes, c'est d'un homme autiste que je connais, qui s'appelle Jean-Philippe Piat, qui a écrit le livre Guide de survie de la personne autiste, que je trouve très bien et très pratique, et là, qui aborde tout un tas de sujets différents. Mais là, j'ai pas d'idée en tête, un livre sur les habiletés sociales. D'accord. Bon, bah, c'était vraiment, merci infiniment, Adeline. C'était passionnant et je m'arrête que parce qu'il faut être raisonnable. J'espère ne pas vous avoir épuisé. Ça va, je suis un peu malade, alors du coup, je suis un peu fatiguée, mais je vous remercie encore pour cette invitation. Et puis voilà, n'hésitez pas à creuser, c'est vraiment un sujet passionnant. On n'est qu'au début et à suivre Adeline Lacroix pour voir les futurs livres que vous allez faire. Donc, ensuite, je me consacre aussi un peu à la recherche, voilà. Il vous a fallu combien d'années pour accumuler les connaissances pour créer ce livre? Parce que moi, je me suis dit que ça devait avoir pris au moins 5 ans, 6 ans, enfin, c'est vrai que j'ai commencé à lire de la recherche sur les femmes autistes après mon diagnostic, mais après, pour écrire le livre, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris. Je crois que j'ai commencé en 2000.
20 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça m'a pris environ 2 ans, je pense, l'écriture du livre. Mais c'est vrai que j'avais déjà lu beaucoup des articles, donc c'est difficile de calculer. C'est l'écriture du livre qui m'a pris ce temps-là, mais après, j'avais déjà quelques articles là-dessus. Mais en plus, j'avais ma thèse à côté, donc je faisais ça que le week-end, quoi. Finissons par quelque chose de très franc. Il est tard, nous sommes fatigués, donc il est temps d'aller se coucher et de se reposer.